Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de CHU, le podcast qui vous plonge au cœur du CHU de Rouen à travers les témoignages des patients, professionnels et experts qui font vivre l'hôpital au quotidien. Pour ce nouvel épisode de Parole de professionnels, nous allons parler du handicap au travail et comment le CHU accompagne ces professionnels en situation de handicap avec l'expérience de Pauline, auxiliaire de puériculture, malentendante. Oui. Alors, est-ce que là, vous m'entendez bien, par exemple? Ça va, oui. Ça va? Oui, oui. Parce que vous avez mis votre appareil ou... Là, oui, oui. Ah, je oui. les ai, Oui, vous êtes obligé de les avoir oui, sur oui. vous, en fait. Hein. Oui, oui. D'accord. Oui. Sauf quand j'ai mes enfants. Ah, il n'y a pas besoin. Non. D'accord. D'accord. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire ou à me Ça faire marche. un signe si jamais vous avez Si besoin vous que je entendez, hausse si la vous voix. voyez le petit... Ouais, d'accord. C'est que, voilà, c'est que je vous entends pas. Ça marche. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer un peu votre parcours au CHU, s'il vous plaît? Ouais. Donc, voilà, moi, c'est Pauline, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et je suis arrivée au CHU en mai 2019. Et depuis, je n'ai pas quitté le CHU. Je suis toujours en onco-hématopédiatrique depuis. Et tout se passe super bien. Voilà. Et mieux, du coup, depuis encore même quelques mois avec l'acquisition du matériel que le CHU a pu m'avoir et m'aider à avoir. Et alors, du coup, vous êtes malentendante. Est-ce que c'est de naissance ou est-ce que c'est arrivé après avec le temps? Alors, c'est héréditaire. J'aurais pu l'avoir de naissance, comme ma maman ou comme mes grands-parents ou autres. Mais non, c'est arrivé vraiment sur le tard. Il y a bien 12-13 ans maintenant, où j'ai commencé à me poser des questions en me disant tiens. Puis bon, j'ai toujours vécu dans le milieu malentendant, donc on sait tout de suite de quoi on se dit on entend mal, on ne se pose pas de questions, on se dit bon. Et après ma première grossesse, chute d'hormones, et là ça a commencé il a fallu que je me fasse appareiller. Donc après c'était un appareillage surtout au début pour... Enfin, ça l'est toujours, même si je perds toujours un petit peu, mais pour continuer à habituer le cerveau à écouter. Pour continuer à dire, certes, mes oreilles entendent moins, mais mon cerveau, lui, est encore capable de faire fonctionner la machine auditive. Donc, sans les appareils, il n'entend plus, et du coup, il se dit, bon, bah, il ne va pas faire fonctionner quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, Et alors, quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez une baisse significative de l'audition, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris rendez-vous avec mon ORL. On a passé les tests, les audiogrammes, tout ça, et en effet, ça a confirmé que j'avais une baisse auditive qui était vraiment dégénérative et surtout, du coup, voilà, que ça irait pas mieux au fil du temps, mais que c'était pas mécanique. C'est vraiment les nerfs qui se désagrègent au fur et à mesure, et c'est pas opérable, c'est pas... Donc après, il a fallu se dire « Ah mince !» Et puis, voilà, et ce handicap-là, du coup, vous handicapez dans votre travail? Ah oui, déjà, faut avoir confiance. Déjà, la confiance en moi, je ne l'ai pas forcément. Mais là, je n'avais pas confiance en mes oreilles. Parce qu'il faut entendre ce que l'autre dit, assimiler. Est-ce que j'ai bien entendu? Répondre. Là, ça marche. Répondre. Ah, mince, c'était pas la bonne réponse. C'est-à-dire que c'était pas la bonne chose que j'ai entendue. Donc, est-ce que tu peux répéter? Puis bon, c'est du temps. C'est surtout du temps, de la patience pour moi, pour mes collègues, pour tout le monde. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, les bruits de scope, les bruits de soufflerie, comme je travaille en onco-hématopédiatrique, quand on prépare les bulles, au moment des greffes des enfants, c'est une soufflerie qui est certes pas... C'est pas énorme, mais elle est présente, et du coup, avec les appareils, c'est amplifié. Et puis, les scopes, oui, et puis après, les paroles des médecins, des enfants qui sont plus compliqués à entendre, parce qu'on a des médecins qui parlent très bas, enfin, j'ai des médecins ou des collègues, bien entendu, hein, l'équipe, on va dire, qui parle vraiment assez bas, parce que ça reste un service hospitalier, hein, on n'hurle pas les informations comme ça à tout va. Et des patients, ça reste des enfants, donc pareil, quand ils sont en pleine forme, ça va, quand ils le sont moins,
il parle automatiquement plus bas, ce qui est logique. Le port du masque. Depuis le Covid, et quand on a l'hôpital sous tension, plus ou moins important, où il faut porter les masques, c'est très compliqué. Oui, parce que vous aviez pris l'habitude de lire sur Ouais. les lèvres. Et c'est quelque chose que j'ai perdu, que j'aimerais bien réapprendre. Sauf que ce qui est compliqué, c'est de trouver une orthophoniste. C'est très, très compliqué. J'arrive pas à trouver d'orthophoniste pour m'aider, ne serait-ce qu'une heure ou deux, à avoir les bases, à reprendre les bases. Je ne trouve pas. Et du coup, je me dis, si j'arrive à trouver quelqu'un et de reprendre mes bases, j'ai essayé avec des tutos, hein, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout. Donc, je sais que c'est le petit truc qui me manque, qui pourrait m'aider même dans ma vie de tous les jours, hein, avec ma famille, en repas, avec des amis, enfin, dans les choses de tous les jours. Et alors, donc, quand vous avez pris conscience que vous entendiez vraiment très mal, quoi, au point d'impacter votre quotidien, tant à la maison qu'au travail, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez accepté facilement ou pas? Alors, le fait d'être malentendante, je l'ai accepté. Ça, parce que c'était sans surprise. Je me doutais, avec un... Vous vous y attendiez, ça? Oui, voilà, ouais. Je me suis dit, si je ne l'aurais pas eu, je ne l'aurais pas eu. Mais voilà, le fait de l'avoir eu, vraiment, de l'être, du moins, ça me... J'étais pas étonnée. Franchement, me dire je suis malentendante, bon, voilà, hein, je suis, puis c'est tout. Enfin, c'est... Le fait d'être handicapée, c'est différent encore. Je trouve que c'est plus fort, ça a plus d'impact, c'est plus... Ça a été beaucoup plus difficile pour moi de me dire que je suis handicapée plutôt de me dire que je suis malentendante. Ouais, ça a été... Ouais, ça a été très dur. Ça a été assez compliqué de se dire... C'est pour ça que mon dossier MDPH, j'ai mis plus de temps à le faire, parce que je me suis dit, mais non, en fait... C'est vrai que souvent, hein, on ne va pas se mentir, hein, quand on dit handicapé, la première chose à laquelle on pense, c'est la personne en fauteuil roulant, ou voilà. Mais moi, en plus, c'est un handicap invisible, donc du coup, souvent les gens ont du mal aussi à se rendre compte. Donc ouais, non, là, me dire vraiment, en fait, tu es handicapé, il faut faire un dossier parce que tu es handicapé, ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile. Ça m'a valu quand même des petits coups de déprime quand même. Et tout à l'heure, vous nous disiez que votre maman était malentendante également. Est-ce qu'elle a... Alors oui. Sauf que ce qui est différent, c'est qu'on voit les générations. Hein. Je vois mes grands-parents maternels, les appareillages, c'était les tout premiers, les gros trucs tout moches, tout pas discrets, où on n'entend pas beaucoup plus. Voilà, ma mère a été appareillée il y a peut-être une petite vingtaine d'années. Hein. Ma mère a 59 ans. Il n'y a qu'une vingtaine d'années qu'elle est appareillée. Hein. C'est pas énorme. Et la reconnaissance du handicapé existait déjà à l'époque ou... Alors là, aucune idée. Là, je ne sais pas trop. Je sais que là, au jour d'aujourd'hui, oui, elle est reconnue également à l'EMDPH, tout ça. Mais avec des taux différents parce qu'on n'a pas encore la même surdité toutes les deux, bien entendu. Mais je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais... Je pense facilement depuis son appareillage, oui, je pense qu'elle est affiliée également à la MDPH. Avant, peut-être que ça lui avait peut-être pas été... parce que l'information est différente aujourd'hui qu'avant. Avant, on n'avait pas autant on n'était pas autant guidés, on n'était pas... Enfin, je veux dire, j'ai vu, moi, ma mère dans des galères pas possibles, où je faisais les courses avec elle, elle n'entendait pas, elle dit, je suis désolée, elle dit, je vous ai pas entendu, du coup, c'est moi qui retranscris, c'est tout ça, enfin... c'était mais je pense qu'il n'y avait pas la même information au jour d'aujourd'hui. Dans son entreprise, il n'y avait pas forcément d'assistante sociale. C'était des usines, c'est tout ça. Donc il n'y avait pas tout ça. Je pense qu'elles n'étaient pas. Puis bon, c'était les petits moyens aussi. Donc non, il n'y avait vraiment pas tout ça. Et sur le tard, je pense qu'elle aurait été mieux. Elle serait mieux encore au jour d'aujourd'hui si la prise en charge il y a 20, 30, 40 ans avait été différente. Oui. Donc c'est pour ça que je me dis, j'ai de la chance, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir
entendu de suite que je n'entendais plus et de me dire, j'aime ma mère plus que tout, hein, mais je ne veux pas avoir cette vie qu'elle a eue parce qu'elle, même si elle ne le dit pas, je sais qu'elle l'a mal vécu, qu'elle le vit mal. Et je me dis non, je ne veux pas, et même par rapport à mes enfants, je ne veux pas être... je sais qu'elle a eu cette impression de fardeau, alors que non, en fait, parce qu'on a baigné toujours dedans, donc c'est différent que moi. Mes enfants, voilà, je les apprends aussi du coup à baigner dedans, mais sans que je leur donne l'impression d'être fardeau. Donc c'est toute une vie qui s'organise autour, qui se fait avec les moyens qu'on a, ouais, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, ça augmente, l'appareillage change. Ouais, tout est modernisé à chaque fois, tout est repris, tout est... Comment vous leur expliquez à vos enfants le problème que vous avez? Enfin, ils ont quel âge déjà? Alors j'ai mon grand qui a, donc Lénaïque qui a 9 ans et demi, et j'ai Héloïse qui a 6 ans. Et ils le savent hein, depuis le début. Oui, du coup, en fait, ils sont nés, vous étiez déjà malentendante. Voilà, donc en fait, pour eux, voilà, ils savent que je trouve toujours des petites astuces pour entendre ou pour des petites choses comme ça. Et puis, non, et puis je leur ai expliqué que j'avais mes oreilles qui ne fonctionnaient pas comme tout le monde. Alors, elles n'étaient pas cassées, parce que c'était le premier mot que mon fils a dit, elles sont cassées tes oreilles. Non, non, elles ne sont pas cassées, c'est juste que le son n'est pas réglé de la même façon. Et j'ai besoin d'aide auditive, donc bon, eux, ils appellent ça des oreilles bioniques. Voilà, donc tiens, maman, t'as pas mis tes oreilles aujourd'hui? Oh, non, maman, elle est en repos aujourd'hui. Donc, mais c'est pareil, pour eux, c'est naturel. Et puis, en plus, ils sont dans une école où ils ont des copains et des copines qui sont aussi malentendantes, qui sont aussi appareillées. Donc, avec des appareils auditifs ou avec des coquets et tout. Et en fait, du coup, ils baignent dedans, quoi. Donc, pour eux, c'est naturel. Voilà. C'est pareil. Ils savent que c'est un handicap invisible parce que j'insiste en disant qu'il y a ça, mais il y a aussi d'autres handicaps qui sont invisibles parce que c'est vrai que c'est pas facile pour... Déjà, nous, en tant qu'adultes, on n'est pas toujours tendres. Alors, les enfants ne sont pas toujours tendres non plus. Mais de se dire que si l'enfant en face, il y a quelque chose de différent, c'est peut-être parce que... Oui. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui ne se voit pas. Donc, c'est... Ouais, c'est une ouverture d'esprit aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, pour eux, quoi. Ouais. Voilà, c'est leur apprendre aussi. Ça fait partie aussi de la bienveillance, c'est surtout ça aussi. Je pense la bienveillance, parce que c'est pas facile quand on est porteur de handicap, tel qu'il soit, hein, de tomber sur des gens... à 90%, on est sur des bienveillants, mais il y a quand même 10% où ça fait mal. Donc... Et j'imagine que ça ne doit pas être simple de franchir le pas pour parler de son handicap. Vous, comment avez-vous trouvé la force pour en parler et entamer des démarches pour être reconnue officiellement j'ai pas pu le faire toute seule, c'était impossible. D'accord. Parce que c'était trop pour moi, en fait. C'était trop... en fait, j'ai un suivi psychologique avec une psy qui est juste incroyable, qui me suit depuis quelques années et tout. Et là, quand on a repris ce problème-là, elle m'a mis en relation avec une de ses collègues. Donc, elles travaillent toutes les deux au Havre, avec une de ses collègues infirmières, qui est aussi malentendante. Et parce que ma psy, elle m'a dit, moi, je peux vous écouter, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment de solution à vous apporter, parce qu'elle ne connaît pas le handicap. Et elle me dit, peut-être qu'en vous mettant en relation toutes les deux, elle pourra peut-être... Et en fait, donc c'est Marie et Gwenaëlle, et elles ont été incroyables, toutes les deux. Déjà, Marie de m'avoir mise en relation avec Gwenaëlle, et Gwenaëlle, elle m'a donné tous les petits tips, tous les petits... C'est elle qui m'a dit, mais fais ton dossier, fais ton dossier, fais ton dossier. Ça va t'aider, ça va t'ouvrir plein de portes, ça va te... Et ouais. Et c'est comme ça que vous êtes venue en parler à votre hiérarchie, peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Elle m'a dit... j'avais déjà commencé un petit peu avant Covid. Et je pense que... Il paraît qu'il faut voir du positif partout. Le Covid a été positif pour moi, où je me suis dit, du coup, il a fallu que je fasse une pause, parce que c'était plus la priorité. Donc, ça m'a permis de... C'était un peu une excuse. De me dire, allez, il y a le Covid, on fera plus tard. Voilà. Et après non, il a fallu vraiment que je mette avec les masques, avec tout ce qui était masque et tout. J'ai vraiment pas eu le choix du tout d'avoir de l'aide, en fait. Oui, ça vraiment. Là, ah oui, le Covid, ça vraiment. Sur les lèvres. Ah ouais. Là, ça a été le Covid, ça a été vraiment, ça a été la chute. Ça a été la chute dans mon handicap. Ça a été. Ah ouais, non, ça a été une claque terrible.
de me dire la communication. Et moi, en plus, déjà, de nature, je suis une grande bavarde. J'ai un besoin de relation avec les gens, d'échange, de bavardage, de tout et de rien, hein, avec mes petits patients, avec les parents, de parler de tout et de rien. Et là, c'était impossible. Et du coup, je me suis pas mal renfermée. Et ouais, non, c'était pas bon. Ça m'a valu un burn-out. Donc, c'était surtout professionnel. Mais c'est vrai que l'handicap a été une petite partie quand même dans ce burn-out. Et ouais, ça a été dur. Ça a été dur et du coup... Mais vous avez quand même réussi ouais, à surmonter et à transformer l'obstacle en... Voilà, parce que j'ai eu un soutien, mais mais juste incroyable. Déjà de ces deux personnes-là, de ma famille, de mon mari, qui a été juste incroyable, franchement. Enfin, je ne vais pas me mettre à pleurer, mais il a été génial. Enfin, je souhaite un mari comme ça à toutes les filles, quoi. Et j'ai eu une famille extra aussi. Enfin, jamais dans le jugement, jamais dans le « Ah, c'est bon, t'es que sourde, il y a plus grave ou quoi ?» Oui, c'est vrai, il y a plus grave. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi quand même penser à soi, parce qu'à force de dire « il y a plus grave, on s'oublie. Et quand on s'oublie, ça fait mal. Ça finit en burn-out, en dépression, ça finit en plus, peut-être pour certaines personnes ou autres. Et tout ça, c'est ça en fait que je veux pas. C'est pour ça que c'est important pour moi de dire il faut oser en parler en fait. Il faut y aller parce que c'est hyper important. Et voilà, j'ai eu Gwenaëlle qui m'a poussé moi. Et je me dis, si moi je peux encore pousser une autre personne, qui peut encore pousser une autre personne, qui peut... Voilà, c'est... Donc, du coup, votre accompagnement au CHU, alors il a commencé comment, en fait? Donc, ça a commencé avec l'assistante sociale. Donc, je suis allée la voir. Elle m'a aidée à monter mon dossier MDPH, tout ça. Ensuite, il a fallu envoyer le dossier à la MDPH. Il a fallu attendre à la MDPH. Honnêtement, alors c'est long d'attendre, mais j'ai été chanceuse. C'est que, honnêtement, j'ai attendu que 4 mois, entre 3 et 4 mois. Donc, franchement, j'ai été chanceuse. Parce que je sais que pour d'autres personnes, pour d'autres pathologies, ça peut être très très long. Très très long, vraiment. Donc j'ai été chanceuse. Une fois le dossier MDPH mis en place, j'avais déjà été en relation avec Madame Vigondi du service DRH. Voilà, de ressources personnes handicapées. Et qui a été incroyable aussi. Enfin vraiment, c'est un service, elles ont été incroyables les filles. Et qui tout de suite, mais vraiment tout de suite, parce qu'on sait que le budget, dans tout hôpital, hein, le budget, ça pique. On sait que voilà, c'est le petit point. Sujet tabou. Voilà, on sait que le financement pour tout, c'est compliqué, c'est des enveloppes, c'est ci, c'est ça. Et là, en fait, pour moi, j'ai eu l'impression qu'elles m'ont donné la lune, en fait. Parce que vraiment, elles ont déplacé des montagnes pour que je sois bien, sans aucunement... Enfin, d'aucune façon, elles m'ont dit « Ah bah ça, non, ça va pas être possible. » Vraiment, enfin, je pensais même pas... Après, ouais, je sais que le CHU a un partenariat avec le FIPH. La GFIP, peut-être, non? Ou c'est encore... Aussi. Alors, la FIPH, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Et ils ont un partenariat, en fait, avec le CHU. Et ce qui permet au CHU d'avoir des aides financières voilà, ça, ouais. pour permettre à leurs professionnels d'avoir des bonnes conditions de travail. Mais c'est vrai que franchement... entre l'assistante sociale, entre la médecine du travail, entre Madame Vigondi et son équipe, entre l'ergothérapeute. Ouais, non, franchement, ça a été une soutenance du CHU au top. Franchement, là, j'avoue, je peux vraiment rien dire. C'est... ouais. Et une charge mentale en moins énorme. Énorme. C'est pas moi qui ai eu besoin d'aller chercher les références de ce que j'avais besoin. C'est pas moi qui ai eu besoin de regarder le budget ou quoi que ce soit. Elles ont tout géré. J'ai vraiment juste eu à aller, par exemple, pour mon petit boîtier, j'ai un petit boîtier que je peux mettre au cou d'une personne ou sur la table ou autre pour, quand il y a vraiment beaucoup de monde, le son va directement dedans et en Bluetooth, le son va dans mes appareils. Et j'ai juste eu à me déplacer chez mon audioprothésiste, qui, pareil, a vraiment carrément bien géré. Elle m'a tout réglé, pif paf pouf, je suis repartie avec et je
J'ai rien. Et comment ils ont su alors tous les matériels que vous aviez besoin en fait Elles ont été toutes les trois, Madame Saint-Lô, l'ergothérapeute, Madame Vigondi, le responsable du coup de service handicapé du CHU de Rouen, et Sonance à Isnoville, donc c'est mon audioprothésiste, Camille et Lucie, si je ne me trompe pas de prénom. Toutes les trois, elles ont été en relation et elles ont géré. Ah ouais, vraiment, j'ai rien eu à faire, quoi. Et il y a quelqu'un quand même de la médecine du travail ou un ergonome qui Alors est venu, oui, donc il y a la médecine du travail qui préconise, ouais. par exemple, les appareils pour que le CHU... c'est pareil, ça fait une genre de preuve, on va dire, entre guillemets, comme quoi j'ai vraiment besoin de ce matériel-là. Donc la médecine du travail fait des préconisations d'appareillage pour que, voilà, tout est... C'est vrai que c'est beaucoup d'administratifs. Mais après, j'avoue que moi, à part le dossier MDPH, après le reste, j'ai rien géré, quoi. Et encore, le dossier MDPH, j'ai eu l'aide pour le remplir. Donc, mais après, j'ai vraiment rien eu à gérer. Franchement, c'était vraiment top. Franchement, c'est pour ça, faut vraiment pas oser, faut vraiment pas avoir peur, voilà, faut oser en parler. Ouais, voilà, parce que c'est une charge mentale et j'insiste dessus, mais en moins et qui est vraiment énorme. Énorme. Et alors, depuis que ces ajustements ont été faits, est-ce que vous avez remarqué des changements dans vos relations de travail, dans votre quotidien ? Oui, c'est le jour et la nuit. Ouais. C'est le jour et la nuit. Déjà, au boulot, je participe plus... Enfin, je participais déjà avant, mais je faisais plus acte de présence que de participation active. Vu que je n'entendais pas, je ne savais pas ce que je devais répondre. Donc, j'étais présente aux réunions, mais c'est tout. Je ne répondais pas. Que là, maintenant, même s'il m'arrive de répondre à côté ou des choses comme ça, parce que c'est le temps de l'assimilation et tout, je participe un peu plus aux réunions quand même. Ouais, non, même dans mon travail, voilà, si je sais que j'ai quelque chose à préparer qui va faire du bruit, je vais moins avoir cette appréhension de me dire je vais ressortir, je vais avoir une tête comme ça. Parce que j'ai le matériel pour. J'ai vraiment... Ah ouais, non, c'est le jour et la nuit, même, voilà, ne serait-ce qu'en salle de pause. Pouvoir échanger avec mes collègues, pouvoir... Ah ouais, non, c'est... Et vous avez retrouvé une vie sociale. Oui, mais c'est vraiment ça, quoi. C'était... Ouais. Puis... Et du coup, je suis aux anges parce que je me retrouve, parce que je sais que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un, j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin... Et là, du coup, je l'avais plus parce que je m'étais complètement renfermée. Et là, je revis, honnêtement, je revis. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais, franchement, c'est le jour et la nuit, c'est... Et si vous pouviez améliorer encore cet accompagnement, est-ce que vous auriez des suggestions à faire ? Si je pouvais... oui, ça serait... Enfin, alors, si c'est moi qui aurais des choses à faire ou si ça serait des... Non, pour vous, oui. Ou c'est... Ou pour les autres ? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, non. Je pense que non, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, même d'un point de vue personnel, enfin, j'ai même un petit boîtier à la maison qui est relié à ma télé et maintenant, je peux regarder la télé avec mes enfants. Qu'avant, je regardais, mais je m'endormais devant parce que j'entendais pas. Donc, du coup, voilà. Que là, maintenant, j'ai le son, donc je peux participer avec eux. Ah bah tiens, t'as vu ce qu'il a dit, voilà, que... Non, j'ai tout, en fait. Pour moi, j'ai tout. Et je pense que vraiment, ça serait plus d'un point de vue... d'un point de vue prise en charge qui devrait être différent, mais pas du CHU ou quoi que ce soit, mais par exemple tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est mutuelle, tout ce qui est... ce serait plus à ce niveau-là qu'il y aurait des choses, je pense, à changer. Plus des choses comme ça, oui, à changer que... Oui, enfin si, pour moi, ce serait le dernier petit truc, oui, de l'orthophonie. Vraiment, si je pouvais trouver quelqu'un qui accepterait... juste quelques heures, de me redire, allez, on se voit quelques heures et puis on se reprend les... Et c'est parti. Bon, faut espérer qu'il y ait un orthophoniste qui nous écoute. Voilà, c'est ça. Je peux vous dire que j'en ai fait, j'en ai fait des courriers à mettre directement dans les boîtes. J'ai dû faire 20-30 courriers que j'étais mettre directement dans les boîtes des orthophonistes, mais j'ai même pas eu un... non, désolé madame, c'est pas... Rien, aucune réponse, rien. Mais voilà, après, je peux pas leur jeter la pierre,
elles et ils ont tellement de boulot. Oui, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et Voilà. puis, ils doivent être On a déjà du mal à en avoir pour mon ouais. service. On a déjà du mal à avoir des professionnels pour mon service, pour mes petits patients et tout. Donc, j'imagine bien que pour moi, voilà, ce serait juste ça. Mais après, en dehors de ça, je me dis, j'ai quand même tout le reste. J'ai le principal, j'ai les collègues qui sont bienveillantes et bienveillants. J'ai tout ça, donc... Et alors, comment vous envisagez l'avenir, la suite de votre carrière? Beaucoup plus sereinement. Et puis avec de l'enthousiasme et tout, parce que je me dis, il y a tellement de progrès qui se font, ne serait-ce que dans l'appareillage, il y a tellement de choses qui sont mises en place et tout. Donc je me dis, ça peut être que du plus. Ça peut être que du plus. Vous êtes confiante? Oui, franchement, oui. Oui. Et puis voilà, j'ai toute une équipe derrière moi aussi pour m'aider, Et du coup, voilà, je sais que si un jour je me sens un peu plus... ils vont se dire, bon allez, avec toi, et après, hop, on y retourne. Et voilà, quoi. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut vraiment. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser à des collègues en situation de handicap et qui n'osent pas en parler? Faut pas hésiter à le dire ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Honnêtement, c'est une étape dans une vie. D'oser le dire, c'est parce qu'il y a quand même un petit sentiment de honte et tout. Et en fait, il faut pas l'avoir, ce sentiment de honte, parce que cette chose, elle nous apporte du négatif, mais elle apporte aussi énormément de positif. Parce que je pense que ce que moi je vis aujourd'hui, je l'aurais jamais vécu sans ce handicap ou quoi que ce soit. Enfin, de la bienveillance, beaucoup d'amour, et puis voilà, pouvoir partager tout ça, vivre des petites choses comme ça et tout. Et c'est sûr qu'on a, même si la personne n'a pas envie de le crier au monde entier, elle trouvera, ça peut être moi, puis je guide, ça peut être Mme Vigondi, ça peut être... Mais une personne, juste trouver une personne avec qui elle se sent en confiance et dire, est-ce que tu es OK pour venir avec moi? Et moi, on m'appelle demain au boulot pour me dire, est-ce que tu accepterais de m'aider? Je fonce, il n'y a pas de souci. Donc, juste dépasser ses peurs. Et pas avoir honte, certainement pas avoir honte, parce que il n'y a pas de honte à avoir de handicap, en fait. C'est gênant, c'est chiant. Mais c'est pas toujours grave. C'est ce que je me dis aussi, oui, certes, j'ai un handicap, mais le mien, pour moi, n'est pas grave. Il n'est pas toujours facile à vivre, mais il n'est pas grave. Donc, suivant le handicap qu'il y a, voilà. Il y a toujours une solution. Même s'il faut gratter, il y a toujours une solution. Merci pour votre témoignage qui j'espère, encouragera d'autres professionnels à parler de leur situation et à bénéficier des ressources mises à disposition par notre établissement. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à consulter notre site carrière, rubrique handicap. Tout est bien expliqué. Et si cet épisode vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles de Chute.